on ne dit pas à vos souhaits. Et alors tout le monde me regarde et me dit mais qu'est-ce qu'on dit alors? Oui. Est-ce que tout le monde peut s'élever? Avec un peu de provocation, je vous répondrai non. Est-ce que vous vous souvenez, dans votre enfance, quand vos parents vous disaient « Merci qui? Merci mon chien ?» J'ai senti un certain malaise, des ricanements, de la gêne, et je me suis dit « Aïe, 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 ça va pas être facile ». L'élément déclencheur, ça a été un retour d'expatriation, quand j'ai constaté à quel point les étrangers aimaient la culture française, la gastronomie française, l'élégance française. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous présenter le tout premier épisode d'une nouvelle série passionnante, Paroles d'exception, où je vais à la rencontre de professionnels évoluant dans le milieu de la mode et du luxe. Ça fait déjà un moment que j'avais très envie de réaliser ce concept et dans cette série nous allons explorer cet univers à travers les yeux de ceux qui le façonnent au quotidien. Que vous soyez étudiant, passionné de mode ou juste curieux de découvrir cette industrie, cette série est faite pour vous. Nous plongerons ensemble dans les histoires, les coulisses et les conseils des professionnels pour vous offrir une vision unique de ce secteur. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Bonjour Anne. Bonjour Jade. Merci de prendre le temps d'être parmi nous aujourd'hui, ça me fait plaisir que vous soyez là. Merci. Vous êtes la première personnalité que j'interviewe sur ma chaîne, donc ça me fait très plaisir. On s'est rencontrés à l'EIML Paris il y a quelques semaines puisque vous êtes intervenante dans cette école. Donc vous êtes formatrice en business étiquette, savoir-être et savoir-vivre. Peut-être que pour commencer, je peux vous laisser vous présenter et nous parler un peu de votre parcours. Oui, je suis moi-même très enthousiaste à l'idée de faire cette interview toutes les deux. Effectivement, j'interviens à l'école des métiers du luxe. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Donc, je suis très touchée que vous fassiez appel à moi pour cette première interview. Donc, je m'appelle Anne de Marizy et je suis coach, formatrice en savoir-vivre et savoir-être professionnel. Et ma spécialité, c'est l'image professionnelle. Ma mission, c'est d'aider les professionnels, de leur permettre, 1, de gagner en confiance, 2, de gagner en prestance et 3, de gagner en performance. Okay. Alors, la confiance, c'est la confiance en soi, c'est aussi l'estime de soi, c'est également gagner la confiance des autres, de vos interlocuteurs professionnels. La prestance, c'est l'élégance, le charisme, la prestance professionnelle, professional presence, la présence professionnelle, comme disent les Américains. Et la performance, pourquoi la performance? Parce que en travaillant sur son image, nous améliorons notre qualité relationnelle aux autres, en travaillant sur le savoir-vivre et sur le savoir-être. On améliore la relation avec nos interlocuteurs, que ce soit en interne, avec nos collaborateurs, avec nos chefs, ou que ce soit en externe, avec des clients ou avec des fournisseurs. Et puis, depuis un an, nous travaillons avec Hervé Bommelard, mon co-auteur, sur l'écriture d'un guide sur le savoir-être professionnel. Super. Et qui va paraître, c'est un guide qui va paraître dans le courant du mois de mars. Oh, on a hâte d'être en mars pour voilà, voir ça, exactement. Moi aussi, je suis très excitée à cette idée. Voilà, j'accompagne pour donner un petit peu plus de précision. J'accompagne des dirigeants, des cadres, j'accompagne des professionnels expérimentés. J'interviens également dans les métiers de l'hôtellerie de prestige, et puis dans des établissements d'enseignement supérieur. Et là, je forme des étudiants, je les aide à se préparer à leur alternance, à leur premier emploi, au pitch, à un éventuel repas d'affaires un peu formel. Ok, très bien. C'est pour ça justement que j'ai souhaité réaliser cette interview au vu des interventions que vous avez réalisées à l'école qui étaient très intéressantes et très formateurs. Et justement, au cours de votre parcours, qu'est-ce qui vous a décidé à proposer vos services justement de coaching? Est-ce que vous avez eu peut-être un élément déclencheur qui a fait que? Oui, en fait, c'est mon goût de transmettre qui m'a
poussée à la formation. Mais j'ai toujours été dans la formation tout au long de ma vie, toujours plus ou moins dans la formation. Et l'élément déclencheur, ça a été un retour d'expatriation. Quand j'ai constaté à quel point les étrangers aimaient la culture française, la gastronomie française, l'élégance française. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un domaine intéressant, j'aimerais bien garder contact avec mes amis internationaux, continuer à pratiquer, à parler anglais, puisque c'est une de mes passions. Et puis, voilà, partager l'art de vivre à la française avec les étrangers. Mais comme je suis quelqu'un de très pragmatique, j'ai également voulu que ce soit utile pour eux. Ah oui. Donc, j'ai décidé d'aider les diplomates étrangers et les expatriés à Paris, les aider à mieux connaître les Français, donc mieux connaître les codes des Français pour s'insérer plus facilement, pour faire des connaissances, pour être plus à l'aise. Ok, super, c'est très intéressant quand même. Le tournant, ça a été il y a quelques années quand une connaissance m'a demandé d'aider sa fille à la préparer pour son entretien. Elle présentait sa candidature pour une grande école de métiers de l'hôtellerie parisienne, l'école parisienne, et elle m'a demandé de l'aider à passer les différents barrages, et elle a fait un carton, et elle a été prise dès le premier entretien. On lui a dit non, pas la peine de passer le reste, oui. on vous veut parmi nous. Et pour moi, ça a été une grande joie et vraiment l'élément déclencheur, c'est avec les jeunes, c'est avec ceux qui en veulent que j'ai envie d'être. J'ai envie de permettre aux professionnels d'accéder à leurs rêves, d'accéder à leurs envies, à leurs projets. Et aujourd'hui, dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Et à l'inverse, quelles sont les difficultés que vous êtes amené à rencontrer? Ce qui me passionne le plus, c'est le retour des apprenants. C'est leur soif d'apprendre, c'est leur envie d'aller de l'avant, c'est leur intérêt. C'est également de m'apercevoir que je peux leur permettre de dépasser tout ce qui les limite, que ce soit leur âge, leur timidité, leur manque de compétences, leur manque d'expérience, de leur permettre de dépasser tout ça pour atteindre leurs objectifs. Et c'est vraiment ce qui me touche le plus. D'accord. Et justement, à l'inverse, est-ce que vous avez peut-être, je ne sais pas, déjà rencontré des difficultés avec des apprenants finalement ne... Bien sûr. Quand j'interviens auprès de cadres dirigeants ou de professionnels qui ont au moins 30 ans d'expérience, quand ils me voient arriver, ils se demandent « mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous apprendre ? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous dire ?» Et donc, il y a parfois des réticences et il est important de trouver les manières pour les mettre à l'aise, pour gagner leur confiance. Et c'est pour ça que je me donne tant de mal à essayer de leur faire comprendre quel est leur intérêt, quelle est l'importance de l'image dans notre vie professionnelle actuelle. Ces dirigeants ont parfois du mal à se préoccuper de l'image qu'ils renvoient. Et de temps en temps, on a une idée très péjorative ou un peu péjorative de l'image. On pense que c'est superficiel. Mais qu'est-ce qu'il y a de superficiel à se préoccuper des autres, des personnes que l'on côtoie et de la façon dont on est perçu? Oui, c'est vrai que c'est très important. Des fois, on n'a peut-être pas ce recul et cette image de nous, de l'image que nous, en fait, on renvoie lorsqu'on est avec des personnes. On ne se rend pas forcément compte. Effectivement. C'est vrai. Quand j'ai fait une formation à Abidjan auprès de sous-directeurs de plantation,
C'était tous des ingénieurs, c'était tous des professionnels aguerris qui avaient de hautes responsabilités. Mais dès le début de ma formation, ils tombaient des nues en prenant conscience de l'importance de l'image qu'ils renvoyaient, que ça leur permettait d'avoir une certaine autorité vis-à-vis des personnes qui travaillaient avec eux, mais également en amont avec les autorités avec lesquelles ils devaient intervenir dans leur quotidien. Oui, parce que finalement, auprès même de ces grands dirigeants et ces grandes personnes, eh bien, il y a des choses qu'ils apprennent avec vous, puisqu'ils n'en avaient même peut-être pas conscience forcément avant d'avoir eu votre retour. Est-ce que vous auriez, vous, une anecdote ou des anecdotes qui vous viennent en tête que vous pouvez nous partager sur votre parcours que vous avez eu? Eh bien, je repense à cette formation dans l'hôtellerie de luxe que j'ai donnée l'année dernière. C'était pour un grand groupe hôtelier d'hôtels de prestige près des Champs-Élysées. Et la formation se déroulait sur plusieurs semaines avec tout le personnel en lien, en contact avec la clientèle. Et l'objectif, c'était de leur faire prendre conscience quelles étaient les attentes de cette clientèle exigeante de l'hôtellerie de prestige. Et donc, le dernier jour de cette formation, le groupe qui était inscrit, c'était toutes les huiles, toutes les autorités, tous les responsables. Comme s'ils avaient attendu le dernier moment parce qu'ils se demandaient mais qu'est-ce qu'on va faire à ce type de formation ? Hein? Et effectivement, quand nous avons commencé, j'ai senti un certain malaise, des ricanements, de la gêne, et je me suis dit aïe aïe aïe, ça va pas être facile. Alors comme souvent, je leur ai proposé de commencer autour d'un café à se présenter, parce que c'est très difficile de se présenter. On a tous beaucoup de mal à parler de nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Et donc, en se présentant, en voyant les autres se présenter et surtout en voyant les difficultés que les autres rencontrent en se présentant, ça nous permet de prendre conscience de nos propres maladresses, de nos propres difficultés, de nos propres points à améliorer. Voilà. Et c'est d'autant plus délicat que tout ce qui est lié à la politesse, le savoir-vivre, le savoir-être, c'est également lié à l'ego. C'est très difficile de dire à quelqu'un que ce qu'il fait est mal. Et c'est une optique que je n'aime pas du tout avoir. Ça me fait un peu trop penser à la maîtresse d'école et tout ce qui est répressif. Mais c'est quand même mon métier de le dire, je suis payée pour ça. Donc il faut beaucoup de délicatesse pour faire comprendre aux personnes quand, soit en se présentant, on a les jambes trop écartées comme le gars ridicule du sketch de Gad Elmaleh, ça donne pas une bonne image. Quand on regarde ses pieds au lieu de regarder son interlocuteur, ou quand on utilise des formules peu recommandables ou maladroites. Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes qui n'ont pas pris au sérieux peut-être ce que vous avez dit ou qui ne prennent pas conscience de l'importance en fait? Il y en a sûrement, mais en général, j'ai vraiment l'impression que les personnes se sentent impliquées et finissent par trouver quelque chose qui vont les aider eux, puisque j'essaye d'être très pratique. Et on voit souvent des choses qui sont les essentiels et en général chacun arrive à trouver quelque chose des choses qu'eux appliqueront. Exactement. Ok, très bien. On entend souvent le terme d'étiquette quand on parle des bonnes manières, des codes. Est-ce que c'est un terme que vous utilisez? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors moi, c'est un terme que j'utilise très peu, sauf en anglais, parce que pour moi, c'est un anglicisme. Même si étiquette en anglais vient de l'étiquette du mot français et de la cour royale française,
l'étiquette fait référence au protocole. Nous utilisons le terme de protocole. C'est l'ensemble des codes et des comportements liés à un protocole diplomatique, par exemple, c'est-à-dire la préséance, l'organisation des priorités dans les hautes réunions, dans les hautes sphères. Du coup, plutôt à la place de parler d'étiquette, vous parlez de code? Moi, je parle de code, je parle de savoir-vivre et de savoir-être. Oui, c'est plus clair peut-être. Le savoir-vivre fait référence aux attitudes, aux codes, aux normes auxquelles nos interlocuteurs sont en attente. D'accord, ok, très bien. Le savoir-être, c'est pour moi, ce serait pour moi l'équivalent du savoir-vivre, mais dans l'univers professionnel. Ce sont les compétences douces, les soft skills, comme disent les Américains, par opposition aux compétences techniques, le TOEIC, maîtriser Excel, le savoir-être, c'est pour moi tout ce qui est compétences relationnelles, compétences sociales qui permettent de créer le lien facilement avec nos interlocuteurs et encore une fois de faire bonne impression. Ok, en tous les cas c'est plus clair en utilisant ces termes de savoir-être et de savoir-vivre que vous venez de définir, donc merci. Donc maintenant, si on parle plus en profondeur de votre spécialité, vous avez évoqué le comportement, la manière de se comporter, donc la communication non verbale. Pour vous, quelle est l'importance de cette communication non verbale dans le savoir-être aujourd'hui? La communication non verbale a une importance majeure dans les relations humaines. La façon de vous tenir, la façon de vous habiller, la façon de vous présenter, la façon de parler, la manière dont vous allez vous exprimer avec tout ce qui est communication paraverbale. Tout ça fait un tout qui est indispensable de maîtriser dans la vie professionnelle pour maîtriser l'image que l'on veut renvoyer auprès de nos différents interlocuteurs. Ok, très bien. Donc c'est vraiment cette communication, elle est presque tout autant importante que la communication verbale finalement. Bien sûr, la communication verbale, vous me ferez pas dire que ce n'est pas le plus important parce que c'est le message que l'on a à transmettre qui est le majeur. Mais ce dont les personnes vont se souvenir en grande partie, c'est comment vous allez vous tenir, comment vous allez être habillé, comment vous allez parler, si vous êtes à l'aise, si vous parlez avec les mains, si vous voyez, c'est tout cet ensemble de points non verbaux qui vont avoir un impact colossal dans la vie professionnelle. Ok, très bien. Et concrètement, est-ce que vous pensez que tout le monde peut s'élever en ce sens, donc devenir élégant, développer une bonne posture, avoir un bon langage non verbal et verbal? Est-ce que tout le monde peut s'élever avec un peu de provocation, je vous répondrai non. Il faut d'abord le vouloir. Ah oui. Il faut d'abord le vouloir. Alors, s'élever, c'est d'abord s'élever par son travail et par ses compétences professionnelles. Mais travailler sur son image, c'est quelque chose que l'on peut faire si on le veut. Et tout le monde ne le veut pas. C'est vrai. Je connais des personnes qui n'ont pas du tout envie de se remettre en question. Okay. Tant pis pour elles. S'élever et devenir élégant, c'est accessible à tous. Certes, il y a une élégance naturelle. On peut avoir une élégance naturelle, un charisme que l'on a depuis l'enfance. Mais on peut vraiment travailler sur le charisme, sur l'accessibilité, sur l'envie de se rapprocher des autres, sur l'effet sympathie. On peut travailler sur l'effet sympathie et la politesse aide à travailler sur l'effet sympathie. Et l'effet sympathie, c'est indispensable dans le commerce, c'est indispensable en négociation, c'est indispensable avec les équipes, voilà.
On peut également travailler sur l'effet waouh, l'effet prestance, l'effet halo, inconsciemment, par l'image que l'on renvoie, l'aisance que l'on projette, on va plus facilement être crédible et faire adhérer les personnes qui vont nous écouter plus facilement, qui vont nous apprécier plus, qui vont nous croire plus facilement, qui vont adhérer à ce que nous avons à leur dire. Et justement, au début, vous disiez qu'il y a des personnes, c'est presque inné. Est-ce que vous savez de quoi ça peut venir? Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'éducation qui a fait que, le milieu social ou... Je pense qu'une certaine aisance de l'enfance peut donner un certain charisme. Ensuite, il y a des univers sociaux, des univers dans le monde où on est plus, dès l'enfance, on nous apprend l'importance de la politesse, l'importance de personnaliser la relation, l'importance de regarder les personnes en face. Il y a des univers sociaux où on l'apprend dès l'enfance. Et donc, effectivement, des enfants à qui, dès l'enfance, on a dit regarde la dame pour lui dire bonjour, ou utilise son prénom, ou dit bonjour madame. Voilà, ce sont des choses qui facilitent, je pense. Mais tout le monde, il y a des timides dans tous les milieux sociaux. Il y a des gens mal à l'aise dans tous les milieux sociaux. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler. D'accord. Si maintenant on passe plus dans un environnement actuel, donc avec l'arrivée d'Internet, j'imagine qu'à l'époque, il y a quelques décennies, lorsque Internet n'existait pas encore, on pouvait noter des différences quant en façon de s'exprimer selon la provenance du milieu social. Aujourd'hui, on est plus... tous les jeunes à écouter un peu les mêmes musiques, à ne plus vraiment lire de livres, à être quotidiennement sur notre téléphone. Est-ce que vous pensez que l'arrivée des réseaux sociaux a bouleversé les codes du savoir-être et du savoir-vivre et que peut-être ces différences ont tendance à se lisser? Alors, je ne pense pas que les règles de savoir-vivre ont changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. En revanche, je pense que c'est la manière dont nous appliquons les règles qui effectivement évoluent. D'accord. Avec l'essor du télétravail, avec les visioconférences, nous sommes habitués à avoir un certain multitasking. On est habitué à faire plusieurs choses en même temps. On envoie un texto, en même temps on ouvre sa page web, et puis si je repense aux étudiants, on écoute le professeur en même temps. Vous voyez, on est habitué à faire beaucoup de choses en même temps, et ce qui fait qu'on a tendance à accorder moins d'égards et moins d'égards et de regards aux personnes avec qui on intervient. Et c'est peut-être là la première des incivilités, c'est d'avoir un peu oublié à quel point il était important d'accorder du temps, d'accorder un regard, un sourire, une véritable écoute active quand on est face à quelqu'un, mais également en visio, également au téléphone, rester vraiment connecté, essayer de rester connecté à la personne. Ça me paraît une des choses que l'on a tendance à oublier actuellement. Oui. J'imagine qu'il va y avoir des jeunes qui vont regarder mes vidéos, donc soit des jeunes qui sont en école de mode ou qui recherchent à réaliser des stages dans des maisons de luxe, ou bien simplement qui sont curieux d'en apprendre davantage. Quelles sont les erreurs les plus communes que vous observez aujourd'hui chez les jeunes? Je ne pense pas que les jeunes manquent de bienveillance, bien au contraire. Je pense plus qu'ils manquent de recul et de connaissance. Par exemple, quand je leur dis, eh bien, on ne va pas dire à vos souhaits, par exemple. On ne dit pas à vos souhaits. Et alors, tout le monde me regarde et me dit, mais qu'est-ce qu'on dit alors? Parce qu'effectivement, les jeunes ont vraiment envie de faire plaisir, ils ont envie d'être avec les autres avec respect et chaleur et gentillesse. Donc, je sens une réelle envie chez les jeunes. Et donc, c'est plus la méconnaissance et le manque d'expérience qui va les bloquer et les gêner.
Et est-ce que vous pensez que ça, c'est un manque de curiosité ou c'est plus quelque chose qu'aujourd'hui, on n'apprend pas, en fait, à l'école? C'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris dans leur famille, à l'école. Ce sont des choses qui se sont perdues. Et les choses évoluent, mais la politesse est un petit peu comme l'orthographe. Oui. Quand vous faites des fautes d'orthographe, ça va, gêner la lecture, ça va gêner la compréhension. Et la personne qui est habituée aux règles d'orthographe va tout de suite les remarquer. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec la politesse. Ça gêne la communication, ça gêne la compréhension. Et également, c'est une sorte de marqueur, social. La personne qui n'est pas habituée à entendre qu'on lui dise bon appétit va tout de suite le repérer et se dire tiens, cette personne elle ne sait pas qu'il est commun de ne pas souhaiter bon appétit, même si c'est bienveillant, même si on a envie de faire plaisir. Il y a des expressions que j'appelle les faux amis. Parce qu'on croit que c'est bienveillant. Effectivement, c'est bienveillant de dire à vos souhaits, de souhaiter bon appétit ou de dire enchanté. Mais ce sont des formules qui sont plaquées. D'abord, ce sont des abréviations. Oui. Et puis, ce sont des formules qui ne sont pas personnalisées. Et dans la vie, les êtres humains ont besoin de personnalisation, de singularité. Ils ont besoin d'être pris pour qui ils sont réellement. Et la politesse est là pour personnaliser. Est-ce que vous vous souvenez, dans votre enfance, quand vos parents vous disaient merci qui? Merci mon chien? Je pense que tout le monde l'a entendu. Pourquoi nos parents voulaient tant insister sur le fait de dire merci papa, merci maman? Parce que ça fait partie de la base des relations humaines, de personnaliser. Et donc toutes ces expressions, elles sont plaquées, elles sont comme un peu fausses, elles sont juste répétées. Désolé, c'est plaqué et ça n'inclut pas l'autre. Et la politesse veut qu'on prenne soin de l'autre et qu'on l'inclue dans nos relations. Et alors Anne, est-ce que pour faire un petit point culture générale, vous pouvez nous expliquer pourquoi on ne souhaite pas bon appétit? D'abord, c'est un code. Certaines personnes ne souhaitent pas bon appétit et estiment que ça fait référence à la digestion, ça fait référence au fait qu'on soit pressé de s'alimenter, de sauter sur la nourriture. Ce n'est pas la préoccupation d'un repas, le repas à plusieurs, c'est un moment qui, dans les usages, est fait pour sociabiliser, pour discuter, pour échanger, pour passer un bon moment. Et la nourriture n'est pas la priorité. Donc, dire bon appétit, c'est porter la priorité sur la nourriture. Donc, voilà, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle on a l'habitude de ne pas souhaiter bon appétit. Mais si moi, on me souhaite bon appétit, soit je réponds merci, soit il m'est arrivé de dire bon appétit à d'autres personnes. Oui, parce qu'on s'adapte. Parce que je voulais effectivement m'adapter et pas les mettre mal à l'aise en leur montrant du doigt c'est pas beau de dire bon appétit. Oui, bien sûr. Ok, c'est très clair, merci. Parmi tous ces codes dont vous avez connaissance, si vous deviez en citer 3, je dirais essentiels pour quelqu'un qui veut travailler dans une grande maison de luxe, lesquels seraient-ils? Alors, le premier conseil que j'aimerais donner, si vous travaillez dans le luxe, le premier, ce serait de se tenir droit. Vous ne pouvez pas savoir, Jade, l'importance que ça a. D'abord, ça donne une certaine stabilité, une certaine prestance. Ça influe beaucoup sur le regard que les autres ont de nous. Et également, ça nous donne à nous-mêmes une certaine énergie, une certaine confiance en nous. Donc, mon premier conseil, ce serait de faire attention à la manière dont on se tient. De bien ancrer les pieds ancrés dans le sol si on est debout, les fesses ancrées dans le siège si l'on est assis. Vous voyez, si l'on marche, avoir une démarche dynamique et fluide. Voilà. Donc,
pour moi, le premier conseil dans l'univers du luxe, c'est se tenir droit, la posture, cette première image. Le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est la veste. C'est le blazer, le petit... Voilà, d'abord, première chose, ça va plus ou moins nous obliger à nous tenir droit. Et ça va, même si on se tient un petit peu voûté, les épaulettes vont également donner une certaine prestance. Hein. Donc, je recommande pour les moments importants. D'ailleurs, beaucoup d'uniformes dans les maisons de luxe ont des tailleurs, des costumes, voilà. Et le fait de porter une veste va non seulement avoir une influence sur les personnes qui nous regardent, mais ça va aussi avoir une influence sur notre cerveau. Selon une certaine étude, on serait plus cartésien, on aurait plus facilement toutes les qualités de l'homme et de la femme d'affaires quand on porte un costume, quand on porte une tenue un peu formelle. C'est intéressant. Voilà. Donc, dans l'univers du luxe, je recommande d'être plutôt trop élégant, trop formel plutôt que trop décontracté. Mais évidemment, l'important c'est de rester en adéquation avec soi-même, avec l'endroit où l'on travaille, avec la saison, avec l'environnement, avec l'événement de la journée. Tout doit rester en harmonie. Ne pas trop en faire. Ne pas trop en faire non plus. Voilà. Ne pas trop en faire. Il faut rester soi-même. Voilà. Mais les études montrent que plus on est formel et plus ça influe, plus ça donne une prestance aux personnes qui nous regardent. D'ailleurs, j'ai accompagné des directeurs d'hôtels. C'était des hôtels 3 étoiles et donc la sous-directrice me disait moi je suis très embêtée parce que mon uniforme c'est un sweatshirt et un pantalon chino. Et quand je suis derrière le desk d'accueil avec mon sweatshirt et mon chino, eh bien, les clients de cet hôtel un peu élégant ont du mal à me prendre au sérieux, à comprendre que je suis sous-directrice. Et comme je suis jeune et que j'ai une tenue très décontractée, eh bien, on ne me prend pas au sérieux. Elle perd peut-être un peu en crédibilité. Voilà, exactement. Ok, très bien. Voilà. Alors, mon troisième conseil, on en a déjà parlé, c'est de personnaliser. Toujours de prendre le temps de regarder les personnes que l'on a en face de soi, de leur dire bonjour en personnalisant, bonjour madame ou bonjour Isabelle, de trouver, de se souvenir des noms, de se souvenir d'une anecdote, de bien écouter les personnes, d'avoir constamment en tête, de chercher à être accessible, à se montrer accessible et proche et sympathique et à personnaliser la relation à l'écrit comme à l'oral. Ce sont 3 conseils qui, à mon avis, sont fondamentaux pour tout professionnel, mais particulièrement pour tous ceux qui vont travailler dans le luxe. Ok, en tous les cas, merci. J'espère que ça aidera les personnes qui nous regardent et qui pourront, eux, réussir aussi à appliquer ces conseils dans leur vie de tous les jours et dans leur vie professionnelle. Maintenant, si on passe sur la dernière partie de cette interview avec des questions peut-être un peu plus légères, est-ce que vous pourriez nous citer une personne ou des personnalités dont vous trouvez les codes inspirants ? Waouh, c'est une question difficile. Je ne connais pas assez bien les personnalités pour parler de leur code et de leur manière de se comporter. En revanche, je peux vous dire que je trouve George Clooney très élégant, Florence Foresti dans un autre registre. J'aime beaucoup la voix délicieuse d'Édouard Baird. Puis également, j'aimerais citer Jean d'Ormesson dans la catégorie hors d'âge. Et hors d'âge, c'est l'expression qu'on utilise pour qualifier un cognac d'exception. Donc on arrive sur la dernière question de cette interview. Ça m'a fait vraiment très plaisir de partager ce moment avec vous. Merci Jade, moi aussi. Est-ce que vous auriez peut-être un film ou un livre à recommander aux personnes qui nous regardent ?
Oui, le mien, Ah mon livre. Ça tombe bien. Effectivement, je suis en train d'écrire, comme je vous l'ai dit en début d'interview, Oui. je suis en train de coécrire un guide sur le savoir-être professionnel. Ça va paraître aux éditions Duno sous le titre de Business Class. D'accord. C'est une première, c'est la première fois que j'en parle. Ça devrait paraître au mois de mars. Ce sera un manuel pratique sur le savoir-être et tous les changements qui ont lieu depuis le développement des confinements et du télétravail. Vous me direz quand il sortira? Je pense qu'on le trouvera sur Amazon dès le mois de mars. Ok, très bien. Business Class. Avez-vous les codes pour réussir dans l'univers professionnel? Je vous remercie Anne d'être venue aujourd'hui pour réaliser cette interview, d'être venue partager votre expérience, d'avoir pris le temps aussi parce que je sais que vous pouvez avoir un emploi du temps peut-être chargé, donc c'est vraiment très gentil de votre part et ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez la première personne sur ma chaîne. Merci Jade, je suis très honorée d'être là et je suis ravie de pouvoir grâce à vous, divulguer et m'adresser à un public jeune que j'aime tant. Merci beaucoup, Jade. Avec plaisir, merci. Et puis bon lancement pour votre livre. Merci. Au passage. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que cette première interview vous aura plu. Il y en aura plein d'autres à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Bye.